Alors dans votre programme, qui est celui du Rassemblement, national, Monsieur Penel, vous nous parlez, d'exception agriculturelle. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous entendez par exception agriculturelle? Et puis j'avais aussi également une question par rapport, à cette préférence, nationale que vous défendez, alors même que l'agriculture, on le sait tous, est portée aujourd'hui par des salariés, notamment des salariés étrangers. Alors, que fait-on, pour préserver, l'emploi en agriculture? Et pourriez-vous nous expliciter cette notion d'exception agriculturelle? Alors je pense que tout d'abord, l'agriculture française connaît des heures extrêmement compliquées et qu'il faut changer les règles. Il faut changer les règles à Bruxelles, surtout parce que sinon, des filières entières de notre agriculture sont gravement menacées. Nous, quand nous parlons d'exception agriculturelle, nous voulons dire que, premièrement, l'agriculture doit devenir une priorité pour notre gouvernement, une priorité pour l'Union européenne, parce qu'il est temps aujourd'hui de changer le logiciel. Ce logiciel, il est abîmé actuellement par les idéologues écologistes qui font énormément de mal au Parlement européen, dans la Commission, qui font énormément de mal même dans des familles politiques qui ne se disent pas écologiques. Et donc, nous disons qu'il faut protéger l'agriculture européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne ne protège plus l'agriculture européenne. C'est pour ça que nous parlons d'exception qu'il faut mettre en place. Alors, on nous fait souvent un mauvais procès. On nous dit que nous serions pour le repli sur nous-mêmes, que nous serions contre les échanges, par exemple. C'est faux. Nous sommes contre les traités de libre-échange tels qu'ils sont signés actuellement. Nous, ce que nous voulons, c'est ce que Jordan Bardella appelle le juste échange. Ça passe par deux choses. Premièrement, on ne peut signer des traités commerciaux qu'avec des pays qui respectent nos règles, environnementales, qui respectent nos règles sociales, et que l'agriculture ne doit pas être le sacrifier pour vendre des voitures allemandes sur les marchés mondiaux. Et deuxièmement, dans ce juste échange, je voudrais intervenir sur un sujet dont on n'a pas parlé, c'est l'étiquetage. Oui, on peut importer des produits agricoles étrangers, d'Union européenne ou du monde entier, mais il faut que le consommateur connaisse la vérité. Et aujourd'hui, le consommateur est trompé, il ne sait pas, avec un étiquetage qui est à la limite de la fraude. Et aujourd'hui, le consommateur ne sait pas, quand il achète par exemple un bocal de compote, il y a un drapeau français dessus, il ne sait pas que les pommes ne sont pas forcément françaises, parce que ça, l'Union européenne nous l'interdit. Alors, quand nous parlons de priorité nationale, bien évidemment, nous voulons dire par là que nous voulons défendre en priorité notre agriculture. Parce que le rôle du ministre de l'Agriculture, lorsqu'il va au Conseil européen, c'est de défendre les intérêts de l'agriculture française. Et aujourd'hui, je reproche à tous ces ministres de l'Agriculture qui se sont succédés, qui parlent beaucoup dans les médias, qui parlent beaucoup à l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais lorsqu'ils sont au Conseil européen, où tous les ministres de l'Agriculture sont réunis, ne défendent pas les intérêts de la France. La France, le monde agricole en France est une exception en Europe, une exception dans le monde. Nos paysans, parce que moi j'aime ce mot, ont créé l'identité française. Ils ont créé nos paysages. Ils nous nourrissent avec des produits de qualité. J'en profite pour le dire, nous, au Rassemblement national, on ne veut pas opposer les filières. Il n'y aurait pas une bonne agriculture et une mauvaise agriculture. Il n'y aurait pas le bon bio et le mauvais conventionnel. Nous produisons des produits d'excellente qualité, mais aujourd'hui, nous sommes menacés, effectivement, par une concurrence déloyale qui a été mise en place par ceux qui nous gouvernent. Paysan et pourquoi pas chef d'entreprise? Mais on peut être paysan et chef d'entreprise. Moi, ce mot de paysan, je l'aime bien parce qu'il nous renvoie à notre histoire, c'est le pays, le terroir. Et nos agriculteurs, bien sûr, sont aussi des chefs d'entreprise, bien évidemment. Ils sont des chefs d'entreprise qui doivent gérer leur entreprise, malheureusement, avec beaucoup de normes, beaucoup de contraintes. Et moi, je voudrais que ce soit des chefs d'entreprise qui passent plus de temps sur leur tracteur que sur leur ordinateur. Juste rapidement, concernant les accords de libre-échange, on en signe encore ou on n'en signe plus? Non, mais nous sommes contre signer des accords de libre-échange qui nous mettent en concurrence avec des produits qui ne respectent pas nos normes. Donc on sort l'agriculture oui, des accords. Oui, je vais vous lire par exemple sur le Mercosur. Il y a de quoi être très inquiet sur le Mercosur. Parce qu'on entend notre président de la République qui dit non, c'est fini, on a mis fin aux négociations sur le Mercosur. Et la semaine dernière, le négociateur en chef de l'Union européenne a dit clairement, incroyable, quand les élections européennes seront terminées, nous reprendrons les négociations pour le traité de libre-échange avec le Mercosur. Eh bien, nous combattons cela parce qu'on ne peut plus aujourd'hui aller dans cette direction. Le Mercosur, pour ceux qui, tout le monde le sait, grande production de viande avec des normes agricoles du Brésil, etc., qui n'ont rien à voir avec nous.
Oui, nous sommes contre ces traités de libre-échange, mais nous sommes aussi, je le précise parce que j'y reviens, pour que l'agriculture française exporte. Je vis dans une région, la Bretagne, où des milliers d'agriculteurs vivent de l'exportation. Eh oui. Et quand j'entends, moi, des gens au Conseil régional de Bretagne, sur certains bancs, comme les écologistes, qui disent qu'il faut arrêter d'exporter, je me dis que, moi, quand j'étais jeune, j'apprenais que la France avait un pétrole vert. Le pétrole vert, c'était ce qu'on exportait. Ben aujourd'hui, on est menacé dans ces exportations. L'Allemagne et les Pays-Bas exportent plus que la France dans le domaine agricole. Comment en sommes-nous arrivés là? Alors, à côté de ça, au niveau des aides, PAC, venons à la PAC. Vous proposez une renationalisation de la PAC. Elle est déjà quasiment faite. Et une baisse de la contribution de la France au budget de l'Union européenne, tout en sanctuarisant les aides de la PAC. Est-ce que c'est compatible? Oui, c'est compatible. Alors, je précise Et comment vous faites? Je précise que la nouvelle PAC, nous l'avons votée au Parlement européen. Oui. J'ai entendu en Bretagne des gens qui nous reprochaient si le RN avait voté contre la PAC, on nous aurait dit ah, le RN a voté contre la PAC. Et là, on m'a dit c'est un scandale, vous avez voté la PAC. Non, nous avons voté la PAC parce que justement, mon collègue Gilles Le Breton, parce qu'il y avait un plan stratégique national, qui a siégé de façon extrêmement assidue dans la commission agricole, député du Rassemblement national, et qui nous a dit cette PAC, elle est renationalisée en partie. Et donc, c'est pour ça que nous l'avons soutenue. Par contre, cette PAC, il faut la revoir. Nous n'avons pas dire qu'elle était parfaite, mais moi, je me vois difficilement arriver dans mon pays, en Bretagne, et dire vous n'aurez plus de subvention de la PAC. Alors oui, nous voulons aller vers un modèle où les prix vont remplacer les primes, mais il faut réorienter les aides de la PAC, je pense, sur l'investissement, sur la modernisation de nos exploitations, sur l'installation. Et je sais bien ce débat, est-ce que ça doit être fait à l'hectare, à la production, aux actifs? J'ai entendu ça tout à l'heure. Moi, je pense qu'il faut que nos agriculteurs vivent de leur travail, vivent de leur prix, qu'il faut leur permettre d'avoir. Je suis contre les prix planchers, on va en parler. Et on pourra donc orienter les aides agricoles de la PAC vers modernisation, agrandissement de nos exploitations, faire confiance à la technologie. Nous y croyons beaucoup. Et juste une chose, est-ce que vous voulez supprimer l'éco-conditionnalité et les éco-régimes? Est-ce que tout ça... Écoutez, moi je pense que nous en avons assez de l'écologie punitive. C'est aujourd'hui le ras-le-bol. Le ras-le-bol de l'écologie punitive qui prend sa source d'ailleurs dans la Commission européenne et au Parlement européen, qui impose des normes à nos agriculteurs et nos pêcheurs, etc., qu'on n'impose pas à nos concurrents. Alors il faut arrêter cette éco-conditionnalité permanente, bien évidemment. Et là, je voudrais aussi dire quelque chose sur ce débat. Nos agriculteurs sont les principaux acteurs de la transition écologique. Aujourd'hui, nous avons une des agricultures les plus vertueuses au monde. Et si c'est le cas, c'est grâce à nos agriculteurs. Ce n'est pas grâce à ces mouvements et ces lobbies qui infestent le Parlement européen, qui imposent des normes, que notre agriculture est devenue ce qu'elle est. Nos agriculteurs ont fait des efforts considérables. Et aujourd'hui, ils n'en sont pas récompensés. Ils sont victimes d'un agribashing insupportable. Moi, je discutais parce que je suis dans un pays d'élevage. On a vu dernièrement dans les sondages que les agriculteurs étaient quand même relativement bien aimés de la population française. Bien sûr qu'ils sont aimés de la population française. Ce sont des minorités qui les stigmatisent. Et c'est le discours parfois ambiant. Je vais vous dire, j'ai été professeur d'histoire-géographie pendant 30 ans. Je me souviens d'un manuel, il n'y a pas si longtemps, de première, où on fait l'agriculture française, où on stigmatisait l'agriculteur breton en disant agriculteur, pollueur, algues vertes. Il faut arrêter cela. Je voudrais dire un mot aussi. Nous sommes pour punir sévèrement ceux qui feront des intrusions dans les élevages. Nous voulons arrêter de subventionner ces associations qui sont délibérément anti-agriculteurs et qui obligent nos agriculteurs à vivre dans la peur avec de la vidéosurveillance qui augmente leurs coûts. J'aimerais rebondir sur une de vos propositions. Vous avez parlé d'agrandissement, là. J'ai pas bien compris quand vous dites il faut favoriser l'agrandissement. Je m'interrogeais à la lecture de votre programme sur finalement la forme d'agriculture que vous souhaitiez défendre. Vous parlez de paysans, vous dites ce sont aussi des chefs d'entreprise, mais finalement, à l'échelle de l'Union européenne, cette agriculture, elle est diverse. Quelle est l'agriculture que vous souhaitez finalement défendre? Alors, il n'y a pas de contradiction, nous sommes très attachés au modèle familial français. Cependant, vous voyez, j'en discutais à l'instant, dans le pays où je vis, pays de fougères, pays laitier, pour vivre du lait, parce que c'est le lait, pour vivre du lait, il faut augmenter le cheptel.
il faut augmenter le cheptel. C'est ça que j'appelle agrandissement. Et ça n'empêche pas qu'on restera sur un modèle qui sera familial avec un GAEC. Mais aujourd'hui, vivre du lait avec 70 têtes, c'est pas suffisant. Oui, il faut la moderniser, notre agriculture, tout en restant, bien évidemment, dans ce modèle familial. Et aujourd'hui, le Green Deal dont on va peut-être parler, c'est au contraire un modèle de décroissance. Moi, quand j'entends la Cour des comptes en France qui dit il faut réduire le cheptel français, mais c'est une hérésie. Alors je dis d'ailleurs aux écologistes qui sont pour cela, si vous réduisez le cheptel bovin, par exemple, vous allez faire reculer la prairie. Et si vous faites reculer la prairie, eh bien vous faites reculer la biodiversité. Alors nous sommes absolument contre cette politique de la décroissance. Le but d'un agriculteur, c'est de produire pour nourrir la population française, pour nourrir la population européenne et mondiale. Il y a aujourd'hui sur Terre 1 milliard d'hommes qui ne mangent pas à leur faim. Et dans le même temps, nous, au Parlement européen, on nous dit qu'il faut aller vers une décroissance de la production. Véritablement, oui, on marche sur la tête. Et alors justement, qu'est-ce qu'on en fait du Green Deal et de la stratégie de la ferme à la table? Eh ben, nous sommes vent debout contre cela, la ferme à la fourchette étant la déclinaison d'ailleurs du Green Deal. C'est l'idéologie de la décroissance. Il faut baisser notre production agricole, il faut baisser notre cheptel. D'ailleurs, même chose dans l'industrie. Je précise que le fameux pacte vert, c'est pas seulement pour l'agriculture, c'est aussi pour l'industrie. Il a une déclinaison agricole. C'est l'idéologie de la décroissance, alors que, au contraire, nous sommes confrontés avec des modèles agricoles dans le monde, le Mercosur, les États-Unis, la Chine, qui aujourd'hui augmentent sans cesse leur production. Donc, bien évidemment, il faut combattre ces textes, il faut combattre leur nouvelle version. Et moi, je voudrais dire qu'il faut se méfier de ceux qui font semblant à Paris et dans leur région de défendre les agriculteurs et qui, en votant ces textes à Bruxelles, poignardent dans le dos notre agriculture. J'avais une question. Quand on fait du terrain, on se rend bien compte qu'il y a de moins en moins de salariés français dans les exploitations agricoles. Êtes-vous favorable à l'entrée de travailleurs immigrés des pays tiers en France pour justement assumer cet acte de production? Ça, c'est la question pour le Rassemblement national, j'ai bien compris. Non, je l'ai posé à d'autres, j'ai posé une question sur les salariés agricoles. Bien évidemment, nous sommes pour favoriser l'emploi de ces salariés. Mais comme nous sommes logiques dans notre programme, nous disons qu'il faut augmenter les revenus de nos agriculteurs avec des prix rémunérateurs. Et quand nos agriculteurs auront une augmentation de revenus, ils pourront mieux payer leurs salariés et créer quelque part peut-être un retour des jeunes et des Français dans les exploitations agricoles. Alors je n'ignore pas que dans certaines régions de production de fruits, de vendanges, il se posent des problèmes. On peut très bien faire venir de la main-d'œuvre, effectivement, mais ça ne veut pas dire qu'elle doit s'installer définitivement chez nous et profiter de notre guichet social pendant des années après. Un contrat de travail, ça se renouvelle ou ça ne se renouvelle pas. Ça ne veut pas dire qu'on rentre éternellement en France comme le veulent les immigrationnistes. Alors, le RN dit vouloir reprendre le contrôle de notre souveraineté alimentaire. Oui. Et vous parlez effectivement de... Attendez, non, je me suis trompée là. Je me suis trompée, c'est une question qu'on a déjà posée. Excusez-moi. Hop, attendez, je suis perdue. Voilà. En fait, si on parle de répartition de la valeur tout au long des filières, est-ce que on parle beaucoup aujourd'hui d'Egalim européen, de prix plancher, il en a été question déjà depuis ce matin. Est-ce que vous êtes favorable à ces principes-là, de l'Egalim européen et des prix avec planchers? Jordan Bardella contre les prix planchers. On ne peut pas faire des prix planchers dans une économie ouverte. Dans une économie ouverte qui est la nôtre, on ne peut pas faire des prix planchers. Ça, c'est une vieille idée de la gauche, de soviétiser l'agriculture. Ce n'est pas cela. Non, nous sommes contre cela. Sur Egalim, il y a eu de bonnes choses dans Egalim. Cependant, ce qui pêche dans Egalim, c'est le contrôle. Et je pense quand même que c'est quand même la grande distribution qui est le grand vainqueur. Et donc, il faut contrôler ce qui est fait dans Egalim. Et je pense que le gouvernement français devrait jouer un rôle plus important dans les négociations producteurs, agriculteurs et grandes distributions. Et faire attention aussi que ça ne soit pas l'industrie agroalimentaire que je défends, parce que
En Bretagne, l'industrie agroalimentaire, c'est un secteur gigantesque. Mais il ne faut pas que ça soit l'industrie agroalimentaire qui négocie les prix et finalement qui donne le reste aux agriculteurs, qui donne ce qui reste. Alors vous êtes favorable à la mise en place d'un plan Egalim européen. C'est un peu, je dirais, la tarte à la crème, pardon, de tous ces programmes. On retrouve partout un Egalim européen. Alors quelle est la différence entre votre Egalim européen, Rassemblement national, de celui des autres candidats? Écoutez, nous sommes pour un Egalim européen parce que on ne peut pas avoir seulement un Egalim français. Sauf que il faut avoir les mêmes règles que dans l'Egalim français que nous réclamons. Il faut quelque part faire reculer le lobby de la grande distribution. Parce que moi, je pense que M. Édouard Leclerc, c'est pas toujours lui qui parle beaucoup dans les médias, c'est pas lui qui défend les intérêts de nos agriculteurs. Et il faut que si on fait un Egalim européen, donc vous sanctionnez davantage que les autres? Oui, moi je pense qu'il faut être beaucoup plus dur avec la grande distribution et surtout, il faut imposer un contrôle sur la grande distribution des décisions qui ont été prises. À côté de chez moi, je vais vous prendre un exemple. À côté de chez moi, dans le pays de Cancale, on produit des choux-fleurs. Saint-Méloire-des-Ondes, le chou-fleur Saint-Malo. Ils les vendent 40 centimes. Comment se fait-il qu'à Super U, à côté de chez moi, à 25 km, je les retrouve à 2,40 €? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a même pas de coût de transport, puisqu'il y a 25 km entre le pays de Cancale qui produit des choux-fleurs et le Super U de Saint-Brice-en-Cogue où je vis. Et pourtant, on a multiplié par je ne sais pas combien. Qui fait de pareils bénéfices? Je me demande quand même s'il ne faut pas revoir un peu les règles. Alors, pour finir, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, vous allez être une trentaine de députés européens, peut-être plus. si effectivement les sondages disent vrai. Sur quel député européen vous allez vous appuyer pour défendre vos positions sur l'agriculture à Bruxelles et à Strasbourg, et pour vous, quelles sont vos ambitions personnelles au Parlement européen? Alors moi, je suis en 15e place, donc j'ai pratiquement l'assurance d'être élu. J'ai demandé à Jordan Bardella qu'il a accepté de siéger à la commission agriculture pour remplacer mon ami Gilles Le Breton qui ne se représente pas. Je siège dans la commission agricole du Conseil régional de Bretagne. On y parle au Conseil régional de Bretagne très souvent agriculture. Je pense en Bretagne être reconnu pour ma connaissance des dossiers agricoles. Et puis je défendrai tout ça avec notre collègue Valérie Deloge, qui est éleveuse de moutons en Saône-et-Loire, qui est en 20e position. Et donc, le monde agricole français pourra être rassuré. Nous allons le défendre bec et ongle parce que nous l'aimons, parce que nous sommes attachés à ce modèle français et nous ne voulons surtout pas qu'il disparaisse. Et est-ce que votre parti vise la présidence de la Comagri? Écoutez, on verra. Vous savez, c'est toujours compliqué parce que le 9 juin, on va déjà se compter. Après, on va compter les partenaires européens. Il faut faire des groupes. Là, nous travaillons avec Jordan Bardella à la constitution d'un très grand groupe, éventuellement peut-être avec ECR. Il est évident que si nous arrivons à créer ce très grand groupe qui s'opposera au vote commun du PPE, de Renew et des sociodémocrates européens qui votent toujours tous ensemble, il faut quand même le reconnaître, arriver à créer quelque chose, une autre politique, oui, peut-être, bien sûr. D'ailleurs, il serait logique que des groupes si importants que les nôtres aient des présidences de commission. D'accord. Et vous êtes bien dans un esprit de négociation? Mais bien sûr. Comment ne pas, quand on va au Parlement européen, d'ailleurs où il n'y a pas de majorité, il n'y aura jamais de majorité, tout le monde le sait, ça n'a rien à voir avec l'Assemblée nationale. Bon, c'est vrai que M. Macron a quelques soucis avec la majorité, mais au Parlement européen, on ne peut pas avoir de majorité. Donc c'est la négociation, bien évidemment. Et puis la nouvelle PAC, celle qui va arriver, il va bien falloir négocier. Et bien évidemment, nous sommes tout à fait favorables à la négociation, mais qu'on écoute aussi dans ces négociations les représentants syndicaux agricoles, qu'on écoute les différentes filières, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce que le monde agricole français est très divers et que la problématique de la viticulture n'est pas celle de l'élevage, que celle de l'élevage n'est pas celle des céréales. Et nous n'avons pas de préférence, nous aimons toutes les filières de l'agriculture française. Alors, au-delà des déclarations d'amour, je vous ai pas trop entendu parler du renouvellement des générations en agriculture. Vous défendez le modèle de l'agriculture familiale, mais vous y prenez comment pour favoriser le renouvellement des générations en agriculture? C'est un défi essentiel. Tout le monde sait que 50% des chefs d'exploitation devraient partir en retraite dans les 10 ans qui viennent. Et moi, je le vois dans le lait, chez moi, c'est compliqué l'installation. Il faut permettre aux jeunes, parce que nos lycées agricoles sont pleins, le métier attire toujours. Sauf que... Mais pas pour reprendre les exploitations. Alors, sauf que
pour qu'on s'installe en agriculture. Il ne s'agit pas simplement, comme le dit le gouvernement, même s'il faut le faire, de faciliter les démarches administratives, etc. On est tous d'accord. Il faut que le jeune soit certain qu'il va vivre de son métier. Qu'il va vivre de son métier. Ça passe par notre programme dans tous les domaines. Ça passe par des prix rémunérateurs. Et puis, ça passe aussi par une revalorisation de l'image de l'agriculteur. Parce que ces jeunes entendent à l'école sans cesse du mal. Moi, j'ai un fils qui a 15 ans. Il est en 3e. Il rentre à la maison l'autre jour. Il me dit, alors que nous étions en train de faire un petit onglet sur la cheminée, il me dit, papa, il ne faut pas manger de viande. Et je lui dis, pourquoi il ne faut pas manger de viande? Parce qu'on m'a dit au collège que c'était mauvais pour le climat. Il faut cesser tout cela. Il faut cesser tout cela parce que ceux qui ne veulent pas manger de viande, ils n'en mangent pas, mais ils n'embêtent pas les autres. Il faut cesser ce discours anti-agricole. Je pense que les Français aiment leur agriculture. Il faut exonérer de droits de succession sur le foncier. Et il faut donner des aides qui vont aider nos jeunes à vivre de leur travail. J'insiste là-dessus. Et pas de contraintes, arrêt des contraintes qui pèsent sur eux avant même d'avoir commencé de travailler. Merci. Ok. Merci, on va